Est-ce que tu peux te présenter aux gens qui nous regardent? Yes, je m'appelle Kamran Roudbaï, je suis responsable de la partie CertEvoque, donc la Purple Team chez Devensys. Après avoir fait quelques années au Pentest, à la Red Team, j'avais envie de voir un peu ce qu'on pouvait faire un peu de l'autre côté, parce que c'est bien d'attaquer, c'est bien d'expliquer comment on a fait pour attaquer, mais souvent la question qui revient souvent c'est ok, d'accord, comment je me défends, comment je me protège et comment je vais peut-être réagir en cas de quelqu'un qui vient exploiter ce genre d'attaque chez moi. Et du coup, on a ouvert un peu le sujet. Et du coup, moi, j'ai deux grands métiers dans mon pôle. Je vais avoir vraiment toute la partie réponse à incident et préparation à la crise. Donc ça, c'est la partie CERT. Je vais avoir la partie VOC, donc Vulnerability Operation Center, où on va faire de la veille proactive au niveau des vulnérabilités, des fuites de données, l'exposition d'un client potentiellement, pour essayer de le prévenir avant qu'il se fasse attaquer. Ok, alors ça dit pas mal de choses. Je vais revenir un peu au début. Donc, tu as dit Purple Team, Red Team. Est-ce que tu peux expliquer aux gens un peu les différentes teams qu'on peut avoir dans la cybersécurité? Ouais, faut savoir que dans l'IT, déjà, on n'est pas très créatif. On a dit, ok, la défense c'est bleu, l'attaque c'est rouge, donc Red Team, Blue Team. Et ceux qui sont un peu entre deux, on mélange le rouge et le bleu, ça donne du violet, donc de la Purple Team. Ok. Donc c'est littéralement ça, c'est la croisée des mondes entre l'offensif et le défensif. On va souvent utiliser des outils ou des techniques Blue Team pour gagner de la visibilité, et on va y apporter une vision offensive pour retrouver des chemins d'attaque, pour prévenir de potentielles attaques. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça la Purple Team. Ok. Et donc ça veut dire qu'en fait, au début, toi, ce que tu faisais, c'était Red Team. Donc ça veut dire qu'une boîte, en fait, venait à vous, à Devensys, pour se dire, ok, nous, on veut regarder si notre infrastructure est sérieuse, enfin, fonctionne. Donc votre but, c'est de le casser. C'est ça. Et si vous trouvez des failles, après, c'est comment maintenant vous réparez les failles. C'est ça, en gros, le but de la Red Team, c'est vraiment d'utiliser les mêmes techniques qu'un attaquant, sauf que nous, on le fait d'un point de vue éthique, c'est-à-dire qu'on est sous contrat, donc vraiment contractuellement, on a un engagement envers le client. Et alors, bien sûr, on doit se limiter sur certaines techniques, hein. On ne peut pas utiliser exactement le même arsenal qu'un attaquant, parce que ils ont malheureusement accès à beaucoup de données ou d'outils qui ne sont pas légales d'utilisation. Tu dis que du coup, votre but, c'est d'attaquer, mais sans les mêmes outils que des vrais attaquants. Mais pourquoi? Alors, on a les mêmes outils, Ouais. c'est juste qu'on ne va pas aller, par exemple, si on veut simuler une attaque qui va venir compromettre le SI interne, on ne va pas lancer un ransomware. Alors là, tu On vas va parler venir- complètement chinois. Ok. En gros, le but d'une cyberattaque, c'est de gagner de l'argent. Oui, le but, c'est de grosso les vendre modo. les données, etc. entre Exactement. guillemets. Le ransomware, hein, c'est vraiment la notion de rançon qui est intéressante ici. Ok. C'est un malware qui a pour but de, par exemple, voler des données, les chiffrer, les rendre indisponibles pour l'utilisation nominale du client, potentiellement les exfiltrer. Et du coup, l'attaquant va ensuite envoyer un message à la victime et dire si tu veux récupérer tes données, donc si tu veux récupérer ton SI et qu'il refonctionne, faut me payer. Et en plus de ça, souvent, il y a une double extorsion de fonds. Et ils disent aussi maintenant que tu as récupéré ton SI, si tu veux pas que je vende tes données ou je les diffuse sur Internet, faut me repayer. Ah. Donc tu as vraiment ce principe de double extorsion. Et nous, on va venir simuler juste l'accès à la donnée. Et on part du principe que si on a accédé à la donnée, on aurait pu la chiffrer, on aurait pu la voler, on aurait pu l'exfiltrer. Ah oui, d'accord. Oui, tu pars déjà sur la première base de à partir du moment où tu l'as récupéré, tu vas pas chercher à faire tout ce qu'il y a derrière parce que C'est ça. après on s'en fiche, c'est le moment où tu l'as récupéré, après c'est trop tard. Exactement. Après, nous, on essaie quand même d'avoir un petit point de vue parce que c'est souvent ce qui va bien marcher pour des profils plus DSI, CODIR, etc. C'est de voir ce qu'on peut faire avec de la donnée. Nous, on va aller un peu plus loin sur ok, d'accord, on a trouvé un CV dans le SI. Peut-être que ça va pas avoir un très bon impact pour dire ils ont trouvé un CV, mais au pire, c'est pas si grave que ça. Non, ça peut être grave quand même. Et donc, on essaie quand même d'imaginer des scénarios un peu vicieux quand même, pour prouver en fait vraiment au client et lui faire prendre conscience du risque que ça représente. Un simple CV, ça peut être potentiellement une entorse à la RGPD, ça peut nous permettre de faire des scénarios de social engineering un peu plus poussés, et c'est là où tu vas avoir vraiment le concept de Red Team. Le Red Team, c'est vraiment carte blanche. Okay. Tu peux faire de l'intrusion sur les réseaux, tu peux faire de l'intrusion sociale, tu peux appeler quelqu'un à l'accueil et essayer de voler des informations supplémentaires. Tu peux même potentiellement aller jusqu'à l'intrusion physique sur site. Tu peux livrer des colis piégés. Ça, on l'a fait récemment, c'était assez fun. Alors vas-y, explique-moi. Du coup, c'est vrai qu'il y a une boîte que vous devez, entre guillemets, hacker. Ouais. Et vous avez réussi à la hacker et vous êtes allé jusqu'à donner des colis piégés à la boîte. En fait, c'est ça. Le but, c'était une boîte, ça fait plusieurs années qu'ils sont chez nous et qu'on fait des pentests. Et chaque année, on veut monter un peu crescendo le niveau qu'on va avoir sur les attaques. Et là, ils commencent à être assez matures. Donc juste à essayer d'attaquer leur surface d'exposition externe,
ça commence à être limité. Donc on est allé un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin chaque année. Et cette année, on s'est dit, bon, si on veut réussir à lancer par exemple un malware sur le PC de quelqu'un chez eux, ils vont pas cliquer sur un mail, ils vont pas cliquer sur un truc que je vais leur donner au téléphone. Bah, on va envoyer un colis. Et en fait, on a pris du coup une image qui marche assez bien, donc d'un partenaire à eux. On a fait un mug à l'effigie de ce partenaire et on a prétexté d'un c'est la nouvelle année, on vous envoie un petit colis de remerciements pour une année passée avec vous, etc. Et on a envoyé aussi un petit chauffe-tasse, donc un petit chauffe-tasse USB. Dans la théorie, tu branches le chauffe-tasse USB, tu poses ta tasse dessus, ça la chauffe. Sauf que du coup, on avait enlevé tout ce qui était le matériel électronique pour chauffer la tasse et on l'avait remplacé par du petit matos qui va venir simuler un clavier et qui va venir taper très vite des commandes qui sont malveillantes sur le PC. Donc si quelqu'un prend ce chauffe-tasse et se dit je vais chauffer ma tasse de thé dessus, il le branche dans son PC et en fait ça lance du code malveillant dessus. Et du coup, je vois la personne qui met sa tasse et que là d'un coup ça chauffe pas du tout. Ça chauffe pas, ouais, du coup. Après, si tu veux aller vraiment dans le plus réaliste, tu peux vraiment laisser la partie chauffe, etc. Hein. Tu peux faire un truc qui est vraiment très bien simulé. Attends, mais c'est hyper mais du coup, et là, donc là, ce métier-là, c'est pentester. Ça, c'est le Red Team. Ça, c'est le Red Team. C'est vraiment ta carte blanche. Et donc, tu dois créer des scénarios qui sont assez innovants pour passer outre les défenses que le client pourrait déjà avoir. Pas te faire repérer, quoi. Et comment on fait ce métier-là? Genre, est-ce que du coup, tu as des formations pour faire ça? Genre là, demain, je me dis, attends, ça a l'air trop bien ce métier, comment je fais pour devenir. En fait, tu vois, la Red Team, vraiment, si tu vois, par exemple, chez Deventis, c'est vraiment des profils atypiques. On va avoir des profils qui sont issus de reconversion, on va avoir des profils qui sont potentiellement diplômés avec un niveau extraordinaire, mais en fait, les diplômes, ils sont par exemple dans les maths, la physique, les trucs comme ça, et voilà. Et t'en as qui ont peut-être même pas beaucoup de diplômes avancés, mais juste ils ont ce petit grain de folie, ce petit grain de... Un peu de créativité. Ouais, c'est ça, ouais. Et en fait, le but du hacking de base, c'est de détourner. Détourner l'utilisation d'un outil, d'un système, d'un humain, pour le rendre plus utile pour moi, en tant qu'attaquant, plutôt que pour la victime. Ah, c'est une bonne définition du hacking, moi j'avais jamais pensé. C'est la définition du hacking. Moi l'exemple un peu bêté méchant que j'aime bien utiliser, c'est dire ma cafetière elle est en panne, j'ai une théière, je mets du café dans ma théière, j'ai fait du café. J'ai détourné ma théière pour faire autre chose. Ah. C'est assez réducteur, mais en fait c'est vraiment ça le hacking. C'est détourner l'utilisation. C'est pas forcément hacker un système et le rendre... Oui, parce qu'on pense tous un peu à la Matrix, des trucs comme ça, avec les lignes vertes et tout. Ouais, non, c'est vraiment... Le terme hacking en anglais, ça peut aussi être juste, je sais pas si t'as vu sur YouTube les gars qui mettent des petits moteurs de tondeuse à gazon dans un caddie, ils y mettent 4 roues et tout. Voilà, c'est ça le concept, c'est détourner le caddie, détourner la tondeuse à gazon et en faire un kart, tu vois. Ah, donc c'est même pas forcément que digital, numérique, quoi. Non. Là, c'est pour ça, c'est du hacking numérique, c'est du hacking cyber, mais vraiment le concept en général de hacking, c'est de la bidouille, c'est du système D, c'est... avoir une vision et se dire comment est-ce que je peux détourner ce que j'ai là actuellement devant moi pour atteindre la vision que je veux. Et comment du coup on se forme à ça? Enfin, tu vois, je me dis, là il faut être un peu créatif, etc. Mais je me dis, tu vois, demain j'ai envie de devenir hacker, entre guillemets, parce que je trouve ça dingue, toi, genre, ce que tu me racontes. Genre, est-ce qu'il y a des sites pour apprendre? Est-ce qu'il faut bidouiller? Par où on commence à bidouiller? Comment T'as deux grandes manières de faire. Soit tu apprends sur le tas, et en gros, il y en a beaucoup qui disent moi je fais pas de la cyber, je suis juste dev et parfois il y a des trucs qui marchent pas bien, donc allez, je bidouille un peu pour le faire marcher. C'est du hacking. Moi, pour te donner un petit exemple, moi j'ai commencé à l'époque, j'adorais le jeu Minecraft. Et je jouais avec des collègues et c'était vraiment la système D. Personne n'avait de thunes, on voulait jouer ensemble, on savait pas trop. Il y en a un qui a mis 5 € par mois pour avoir un serveur. Mais le serveur il tourne pas assez bien, il a pas assez de puissance. On peut pas bidouiller un truc pour le faire marcher. Et en fait, de fil en aiguille, tu commences à dire, de base, mon besoin, c'était de jouer avec mes collègues. Et petit à petit, tu rentres et tu dis, ah ok, je vais voir comment fonctionne le jeu, je vais peut-être changer 2-3 lignes de code, ah tiens, il y a des plugins, il y a des mods, il y a des trucs. Et en fait, c'est ça le hacking, c'est la genèse du hacking, c'est je vais détourner le truc pour que ça marche mieux. Ah, genre par exemple, moi qui joue à Minecraft quand j'étais aussi plus jeune, genre t'as le côté où je me dis j'ai envie de mettre des mods parce que j'ai envie d'avoir ça, et du coup j'allais dans le système du jeu, changer des fichiers. C'est exactement ça. Et du coup, j'ai fait du hacking. C'est une version du hacking en fait. T'as hacké le jeu, modé, mais c'est du hacking, hein, c'est détourner le fonctionnement du jeu de base pour lui faire des choses qu'il n'était pas censé faire au début. Et en fait, la communauté gamer est souvent alliée à la communauté hacker, etc. Tout simplement parce qu'on a cette volonté de bidouiller, de rentrer dans le système,
de regarder ce qui se passe dessous et de bidouiller et voir comment ça marche. Et aussi, je pense que aussi, il y a un côté de frustration de dire pourquoi, genre, on peut pas faire Ouais, ça, ouais, ou c'est j'ai ça. envie d'avoir ça, et vu que ça marche, et du coup, tu as envie C'est de exactement ça, essayer de le débloquer. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, de fil en aiguille, tu commences avec un jeu, après tu dis, bah, en fait, ça peut marcher avec 2, 3. Mmh. Ah, mais attends, mais ça peut marcher avec une OS aussi, peut-être. Ah, mais attends, j'ai un téléphone, il date de je sais pas quel âge. Je peux pas mettre une nouvelle version de l'OS dessus. Il faut bidouiller ça, faut le router, faut flasher. Enfin, Ok. tu vois, et en fait, de fil en aiguille, tu commences à étendre ton périmètre. Donc ça, c'est vraiment la première version, c'est un peu root. Je Ok. pars de zéro et je commence à bidouiller. Et aujourd'hui, maintenant, tu as pas mal de plateformes qui sont centralisées vraiment sur le hacking cyber, vraiment. Des plateformes comme du RootMe qui te donnent vraiment des exemples très précis avec des technologies vulnérables ou des CVE très précises à exploiter. Ou des plateformes un peu plus réalistes comme du TryHackMe ou du Hack the Box où ils vont te donner une machine pseudo-réaliste. Mhm. Et le but, c'est de dire, bon, bah voilà, là, le sujet, c'est l'Active Directory, par exemple. Voici l'Active Directory, un peu de ressources, un peu de doc. Le but, c'est de compromettre l'Active Directory. Ok. Et en fait, on te lance sur un playground où c'est fait pour s'entraîner. Ok. Ouais, du coup, tu as vraiment le côté de soit c'est toi tu vas sur des applications, enfin, dans des sites qui t'expliquent un peu, C'est soit ça. c'est un peu genre c'est ta propre frustration, ta propre histoire qui te C'est dit j'ai ça. envie de trouver une solution à ça. C'est exactement ça, ouais. Ouais, c'est un peu aussi, je crois, les calculatrices à l'école, tu sais, où tu pouvais un peu coder parce que tu pouvais changer le système de calculatrice pour jouer à des jeux et tout. C'est ça, ouais, c'est exactement ça. Les TI Nspire, là, les graphiques, là, Ouais. celles qui coûtent 150 Ouais, balles, ouais, et en c'est ça. fait, tu passes plus de temps à jouer à Sonic ou à. Moi, je joue à Pokémon Emerald dessus. Ah, mais j'avais des trucs de fou, hein, les gens qui jouaient à Tetris, ils faisaient Mario Kart, etc. dessus. Ouais, Sonic. Putain, Ouais, mon bac de maths, je l'ai plus passé sur Sonic que sur mes calculs. Ouais. et là, du coup, on est au SICOM 2025. Ouais. Et tu as fait une conférence ou tu vas faire une conférence? J'ai fait une conférence hier Ouais, t'as fait une conférence. sur le Data Breach. Ouais. Et du coup, alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ta conférence? Ouais, alors le but de la conférence, c'était un peu de revoir un peu l'historique des fuites de données et des fuites de données massives qu'il y a eu dans le passé. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment au goût du jour. Il y a beaucoup d'entreprises qui subissent des cyberattaques qui entraînent du coup la fuite de données. On a des exemples assez récents. Hein, la fuite de Free, par exemple, qui a fait beaucoup de bruit parce qu'il y avait 5 millions d'IBAN dedans. Aujourd'hui, bah, comme on le disait tout à l'heure pour le ransomware, le nerf de la guerre, c'est la donnée. C'est ce qui se vend, c'est ce qui s'achète. Et aujourd'hui, avoir une donnée sensible sur toi, bah, par exemple, si je connais ton adresse, je peux te livrer un colis piégé. Tu vois, c'est ce qui était arrivé il n'y a pas si longtemps que ça avec Ledger. Tu vois, ceux qui font des wallets crypto hardware. Il y a un gars qui s'est amusé à récupérer des adresses. Alors, je ne sais pas de quelle fuite de données il a trouvé, mais il a trouvé les adresses postales de personnes qui étaient intéressées par de la crypto. Donc, ça doit être sur un forum ou sur un truc qui avait leaké. Il avait acheté des ledgers. Il les avait ouverts, il avait flashé un nouveau firmware qui était vérolé. Et en fait, il l'envoyait, en usurpant l'identité de Ledger, il envoyait des ledgers piégés aux gens. Et les gars, ils tombent, oh, trop bien, je suis intéressé par la crypto, un ledger, trop bien, j'ai gagné un concours, j'en sais rien, je sais pas quoi. Ils mettaient leur crypto dessus, et le gars, en fait, il volait tout à distance. Oh putain. Et en fait, c'est ça le vrai impact que tu vas avoir sur de la fuite de données aujourd'hui. Dire, bon, bah ok, mon adresse postale, elle a fuité, bon, c'est pas grave, c'est semi-public. Tu te balades dans la rue, tu regardes la boîte postale, tu connais mon adresse. Oui, mais là, c'est différent. Mais en fait, si tu arrives à agréger plusieurs données, un centre d'intérêt, une adresse postale, un âge, une ethnie, un numéro de sécurité sociale, tu peux faire des scénarios d'attaque qui sont assez poussés. Là, récemment, avec l'attaque Free, il y en a beaucoup qui ont acheté la fuite de données. Ils appellent les personnes qui sont contenues dans la fuite de données et ils sont passés pour la banque. Ouais, bah, vous avez vu la fuite de données Free. On va vous sécuriser votre compte, voici votre nouvel IBAN sécurisé. Ça va hyper loin. Transférez tout votre argent sur le nouvel IBAN sécurisé. Mais par exemple, si on prend l'exemple de, tu sais, il y a eu ça avec Temu, tu sais, où genre tu pouvais, je sais pas si tu as vu ça, c'est quand ça a vraiment commencé à buzzer, ils te disaient genre si tu nous donnes tes données, on te donne de l'argent. Oui, ouais, c'est ça. C'est fou ça. Ah bah, c'est littéralement, en fait, ils s'en cachent même plus. C'est que c'est la donnée. Tu sais, il y a toujours l'adage qui dit si c'est gratuit, c'est toi le produit. Oui. Bah là, ils s'en cachent même plus. Oui, c'est gratuit, mais vraiment, donne-moi quelque chose. Et je te donne quelque chose en échange. Ah, c'est dingue. Et les gens ils disaient bon, fou qu'ils aient mon adresse et tout, parce qu'ils se disent qu'est-ce qu'ils vont faire avec, parce qu'ils voient pas tout ça en fait. Ouais, bah c'est ça. Et en fait, c'est un peu aussi ça, l'esprit Red Team, hein, c'est avoir ce petit côté un peu vicieux. Et qu'est-ce que je peux imaginer comme scénario vraiment vicieux pour compromettre la personne? Et c'est ça qu'on essaie de faire, tu vois, quand on fait par exemple des sensibilisations, quand on fait des exercices Red Team, même quand on fait des simulations de crise avec des clients, c'est de leur faire comprendre que si on y passe plus de 5 minutes, on peut trouver des scénarios qui sont vraiment impactants
avec très peu de données. Et c'est là où les personnes en face se rendent compte et se disent « Ah ouais, d'accord, en fait, il y a peut-être un sujet à aborder et il y a peut-être du budget, du temps à allouer à ce sujet-là parce que, en fait, c'est pas juste une petite donnée, c'est pas juste une adresse, c'est pas juste un nom qui a fuité. C'est quand même assez critique. » Ah bah, ouais. Bah, quand tu me racontes l'histoire du colis piégé avec la seringue. Ok, et du coup, maintenant, aujourd'hui, du coup, tu es passé dans l'autre team où tu Ouais, vas essayer de Purple Team. réparer. Et du coup, ça se passe comment, du coup? À la Purple Team, j'utilise encore pas mal de mon expérience, de mon bagage de la Red Team. Je suis d'ailleurs assez proche de l'équipe Red Team pour rester un peu Mhm. dans le mouvement. Et le but, en fait, c'est, tu vois, par exemple, sur la partie exercice de crise, c'est de simuler des crises pour essayer de préparer les clients. Ok. Tu seras jamais prêt à 100% pour une crise. Mhm. Quand tu subis une crise, il y a toujours des imprévus, il y a toujours des aléas, il y a toujours des choses que tu n'as pas prévues, que tu peux pas prévoir. Mais il y a des choses que tu peux anticiper. Par exemple, tu sais que quand, par exemple, tu as perdu ton système informatique, faut communiquer avec Mhm. tes employés déjà, parce que si tu as 400 personnes sur site qui se tournent les pouces et ça va parler, ça Mhm. va commencer à parler avec la famille, etc. J'ai eu une réponse à un incident une fois où le système informatique d'une entité était tombé. On arrive sur site, on commence à les aider, à dépanner, à commencer à reprendre l'activité, trouver le chemin d'attaque, etc. Mhm. Et on entend quelqu'un qui passe dans les couloirs au téléphone avec sa famille qui dit ouais, je sais pas, ça marche plus, je crois qu'on s'est fait attaquer, ouais, je comprends pas, ouais, je vais rentrer chez moi. Et là, on a chopé la personne, on dit mais t'es en train de parler de qui à quoi là? Je dis ouais, non, c'est rien, c'est ma famille, je lui balance l'info. Et en fait, on se rend très facilement compte que c'est humain, on en parle, ça discute, et tu ne maîtrises plus l'information. Ouais, parce que le hacker, peut-être qu'il a réussi à hacker son téléphone à lui, il sait que le truc est en train Mais d'être même pas. fait, Non, non? mais même pas. C'est la personne, elle va commencer à en parler, qui vont en parler à des amis, qui vont en parler à des amis. Et tu vois, Ah oui, du coup, la boîte s'est fait hacker, elle n'est pas sûre, etc. voilà, t'es Ok. même pas sûr en fait si tu t'es fait hacker ou si c'est juste dans Un les test. premières heures, tu sais Ouais. pas, t'as aucune information. Tu vois, il y a eu la panne globale chez CrowdStrike, donc un fournisseur d'EDR, Mhm. courant d'année dernière. Et en fait, la première réaction de tous les gens, c'était d'aller sur Twitter et dire ah, je travaille chez Intel, on a le même problème. La connaissance pour un attaquant de quel type de logiciel de défense est utilisé dans une entreprise, c'est primordial. Parce que du coup, tu peux préparer ton attaque à l'avance. Oui. Nous, on a des attaques qui peuvent bypasser certains EDR, mais pas d'autres. Mhm. Et quand on est en externe, on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. Donc on prend un peu de risque. Ouais. Mais là, si je sais que, en plus, c'était des grosses entités, hein, c'était vraiment des grosses boîtes, des grosses multinationales. Ah ouais, moi, je poste c'est Intel, on utilise cette technologie chez nous. Parce qu'on est aussi infecté par l'attaque ou par la panne. Du coup, maintenant, moi, si je veux faire une attaque chez eux, je sais déjà ce qu'ils utilisent en interne, donc je peux cibler mon attaque pour ça. Tu vois, la notion de données, de data est super intéressante dans le contexte de création de son exercice de crise ou de son scénario de crise. Et donc c'est ça qu'on essaie de faire comprendre aux clients. Mhm. Donc déjà, maîtriser la communication, maîtriser un peu les efforts de réponse à incident. Donc la partie communication, gestion des effectifs RH, etc., ça c'est la partie plus pour le COMEX, le CODIR. Mais aussi préparer les équipes techniques. Mhm. Bon, quand tu as un incident comme ça, c'est quoi la marche à suivre? On Ouais. débranche tout. Mais débrancher tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu débranches l'électricité, le câble Ouais. Ethernet. La box, tu vois. Ouais, et en fait, tout. Dans le doute, on débranche tout. D'accord. Étape d'après, on veut savoir ce qui s'est passé. Donc tu appelles quelqu'un, un prestataire forensique, Mhm. qui va venir faire une analyse. Le prestataire forensique, il a besoin de quoi? Des journaux d'événements. Mhm. T'as éteint la machine. T'avais une politique pour la rétention des logs? Non. Ouais, donc quand t'as éteint la machine, potentiellement, les logs, ils ont été supprimés. Mhm. Donc tu vois, il y a plein de concepts Ok. à avoir lors d'une crise, autant technique qu'organisationnelle. Et les entités qui sont peu matures sur ces sujets de crise, tant qu'elles l'ont pas vécu au moins une fois, elles sont pas prêtes. Ouais, c'est un peu comme. Et on va pas attendre qu'ils se fassent poutrer par une cyberattaque pour le faire. Donc on essaie d'être proactif, de faire des scénarios avec des exercices sur table, pour leur faire comprendre en fait ces enjeux-là et les faire anticiper. Bah, c'est comme hier, on a eu un speaker qui expliquait que quand tu es sur une autoroute, sur la bande d'arrêt d'urgence, en fait, tu te dis ça sert à rien. Ouais. Mais en fait, tu te dis je vais jamais sur une autoroute s'il n'y a pas ça parce que au cas où il y a un Exactement. problème, tu l'as. Mais C'est exactement et ça. comme aujourd'hui c'est numérique, c'est digital, c'est pas Tu physique, maîtrises pas? on maîtrise pas, on a du mal à se projeter aussi beaucoup, tu vois. Et surtout que c'est pas pour critiquer, mais souvent les gens qui sont haut placés n'ont pas connu ça, donc c'est un truc nouveau pour eux. Ouais. Et en fait, ils se sont dit non, avant j'avais pas le problème, pourquoi je l'aurais maintenant? En fait, c'est très facile d'imaginer quelqu'un qui va rentrer en mode cambriolage dans ton entreprise. Oui. On met une alarme, on met peut-être des vigiles, on met de la vidéosurveillance. Ça, c'est un concept qui est historique, comme tu dis, qui date depuis la nuit des temps. Et ça, c'est bien maîtrisé. Par contre,
le concept existe aussi en numérique. Une intrusion sur le système d'information, faut le détecter aussi, faut le protéger, faut alerter les autorités. Alors là, c'est pas la police que tu vas alerter, mais c'est potentiellement ton équipe informatique, ton prestataire potentiellement de défense. Mais c'est comme tu dis, c'est immatériel. Tu peux pas le toucher, tu peux pas le voir. Et quand tu prends le sujet d'un point de vue ROI, j'investis tant dans une solution de défense informatique. C'est quoi l'intérêt? Ça me rapporte combien? Et en fait, il faut pas raisonner en termes de ça me rapporte combien, mais en termes de ça me protège d'un risque qui vaudrait tant. Ouais, bien sûr. Et autant, tu vois, la perte de production, j'arrête pendant 1 heure mon usine, je perds 100 000 euros. Ça, c'est facile à chiffrer. Ouais. Autant ce que tu ne peux pas chiffrer, ou en tout cas tu peux très difficilement chiffrer, anticiper, c'est la perte de réputation. Et ce qui fait mal, en fait, c'est avoir dans ton historique une grosse case rouge qui dit en 2017, en 2023, en 2001, nous avons fait fuiter les données de tous nos clients. Et ça fait mal et ça s'efface pas. Et donc, c'est là où, aujourd'hui, de plus en plus, ça devient un aspect commercial aussi. De dire, regardez, monsieur le client, vous voulez ma solution ou celle du concurrent? Le concurrent, lui, dans son historique, voilà. Il y a déjà des fuites, alors c'est pas sûr, quoi. C'est ça. Et moi, par contre, j'ai mis tout ça en avant. Et en fait, maintenant, c'est des documents que les entités produisent même pour tout ce qui est appel d'offres, gagner des marchés, etc. C'est des documents qui prouvent de leur posture cyber. Qui dit, voilà, voici tous les éléments que j'ai mis en place sur ma sécurité informatique. Et tu montres un peu patte blanche, quoi. En tout cas, merci Cameron. Yes, avec grand plaisir. Voilà, si vous avez d'autres questions, en tout cas, je pense que tu as ton LinkedIn, Kenny26 qui sera lié à ça. Comme ça, vous avez plein de questions là-dessus. C'était hyper intéressant, j'ai appris plein de choses. Et je peux vous aussi, vous avez appris plein de choses. On se retrouve très vite pour la prochaine interview sur le hacking, sur la cybersécurité ou sur autre chose. Yes.